Donc ce soir, je vais vous parler des points de Lagrange. Donc mon plan, donc je vous parlerai un petit peu du contexte, mais bon, Jean-Paul a commencé à en parler, donc mais bon, je poursuivrai. Bon, suite à ça, je vous parlerai de l'historique des points de Lagrange, leur définition, les points de Lagrange eux-mêmes, les applications qu'il y a derrière, et puis également une liste d'objets en fait situés en des points de Lagrange dans le système solaire. Alors le contexte, bon, ben, vous savez tous, disons qu'on a lancé le 25 décembre dernier le JWST, donc c'est le James Webb Space Telescope, le télescope spatial qui va remplacer Hubble. Et sa destination, c'est le point de Lagrange L2, qui se trouve à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Alors ce point L2, où se trouve-t-il? Il se trouve en fait sur l'axe Soleil-Terre à une distance de 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et il orbite autour du Soleil à la même vitesse que la Terre, c'est-à-dire en un an. Et comme ce point, on verra tout à l'heure, est instable, ce point de Lagrange, L2, la station orbitale va graviter autour d'une orbite de halo qui va tourner autour de ce point-là de façon à être stabilisé dans ce point. Bon, ici, je vous ai mentionné la trajectoire du télescope spatial. Donc il est à 1,5 million de kilomètres. Il a mis pratiquement un mois à arriver. Et actuellement, en fait, on le met en orbite autour du point L2. Bon, durant le trajet, bon, ben, il n'est pas resté inactif. Hein, donc, il a déployé ses antennes de communication, enfin, disons le miroir, et puis également le bouclier thermique. Donc, qui dit L2 dit également L1. Enfin, L2, c'est un point de Lagrange, donc on peut supposer qu'il y en a d'autres. En réalité, il y en a 5. L1, L2, L3, L4, L5. Et ce sont des positions dans l'espace où l'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Terre est équilibrée par les forces orbitales, ce qui en fait des emplacements stables pour les engins spatiaux. Quand on place en orbite un satellite autour d'un astre, il se déplace à une vitesse v, et donc il est soumis à une force centrifuge. Donc il s'avère quand ces différents points-là, L1, L2, L3, L4 et L5, ce sera les 5 points de Lagrange, disons la force centrifuge est équilibrée par les forces gravitationnelles du Soleil d'une part et de la Terre d'autre part. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un point de Lagrange? Où trouve-t-on leur origine? Où sont-ils situés? Comment les détermine-t-on? Qu'est-ce qu'une orbite dite de halo? Quelles sont les applications possibles au point de Lagrange, etc. C'est l'objet un petit peu de ma présentation ce soir. Alors, l'historique des points de Lagrange, il faut remonter à Newton. Alors, Newton, c'est un mathématicien, un physicien anglais. Vous le connaissez tous. En fait, il a la particularité aussi de faire sa sieste sous un arbre. Et un beau jour, il y a une pomme qui lui est tombée sur la tête. Et à partir de là, il a déterminé la loi des corps célestes. En fait. En 1687, en se basant sur les lois de Kepler, il énonce la loi d'attraction universelle des masses, à savoir que les corps s'attirent avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Et la force agit le long de la direction qui les joint. Et cette loi décrit la gravitation comme une force responsable de la chute des corps et du mouvement des corps célestes, tels que les planètes, les satellites naturels ou artificiels. Et ces lois ont permis de démontrer les lois de Kepler. Bon, cette loi, vous verrez aussi, bon, elle se rapporte à deux masses, uniquement à deux masses. Bon, Newton, il n'a pas émis qu'une seule loi, il en a mis trois, à savoir que la première, c'est tout objet non soumis à des forces conserve son état de repos ou de mouvement rectiligne et uniforme. S'il n'y a pas de force, si l'objet est au repos, il reste au repos. S'il est en déplacement, il continue son mouvement rectilignement et à vitesse uniforme.
Si on lui exerce à une masse une certaine force, il acquiert une certaine accélération, F égale m gamma. Et la troisième loi concerne l'action et la réaction, c'est-à-dire que si un objet exerce une force sur un second objet, celui-ci exerce à son tour une force moins F sur le premier, caractérisé par ce schéma ici. Bon, un petit rappel des lois de Kepler, en fait, qui sont des lois empiriques, tandis que les lois de Newton, c'était des lois mathématiques. Donc les trois lois de Kepler, vous les connaissez, en fait, disons, elles sont basées sur les mesures qu'avait réalisées Tycho Brahe. Donc il y a trois lois, la loi des orbites, la loi des aires et la loi des périodes. Donc les planètes décrivent une ellipse autour du Soleil, dont le Soleil est un des foyers. Bon, dans la loi des aires, c'est que le rayon Soleil-Terre balaye des aires égales pendant des intervalles égaux. Ici, elle se déplace beaucoup plus rapidement que là. Et le carré de la période de révolution le carré de la période, oui, de révolution autour du Soleil est proportionnel au cube du demi-grand axe de l'ellipse. Donc Newton avait résolu le problème des deux corps. Donc après deux corps, on s'est dit bon, ben, on va voir comment se comportent trois corps. Et donc le problème des trois corps est un célèbre problème mathématique en mécanique céleste. Il s'agit de trouver toutes les solutions mathématiques possibles des équations différentielles qui décrivent les mouvements des trois astres s'attirant les uns les autres sous l'effet de la gravitation. Alors, Newton, lui, s'est attaché au problème, mais tout Newton qu'il était, n'a pas réussi à trouver la solution. Il y a un certain Joseph-Louis Lagrange, par contre, en 1772, il étudia le cas d'un petit corps de masse négligeable, soumis à l'attraction de deux plus gros, le Soleil par exemple, et une planète. Il découvrit qu'il existait des positions d'équilibre pour le petit corps, des endroits où toutes les forces se compensent. Donc si un corps s'y trouve, il y reste. Et d'autre part, il faut très peu d'énergie pour l'y expulser. S'il y est, il lui suffit de peu d'énergie pour l'enlever. Donc, le point de Lagrange est une position de l'espace où les champs de gravité de deux corps, le Soleil ici, la Terre là, donc la Terre en orbite autour du Soleil, et de masse substantielle, se combinent pour compenser exactement la force centrifuge d'un troisième corps. Donc, ces points de Lagrange on en dénombre 5, L1, L2, L3, L4 et L5. En réalité, L1, L2, L3 ont été découverts par Euler et Lagrange, lui, n'a découvert que le L4 et L5. Mais l'ensemble constitue des points de Lagrange. Bon, ici, je vous présente un schéma qui vous montre les lignes d'équipotentiel gravitationnel d'un système à deux corps, le Soleil et la Terre, et montrant les lignes de gravité autour de ces deux astres, le Soleil et la Terre, et qui montrent l'existence des 5 points de Lagrange, L1, L2, L3, L4 et L5. Bon, ici, un petit schéma en fait, qui vous montre aussi, disons, une autre représentation du champ gravitationnel autour des deux astres que sont le Soleil et la Terre. Vous retrouvez le point L1, le point L2, le point L3, L4 et L5. Alors, la définition du point de Lagrange, donc dans le cas de deux corps, en général, on prend le Soleil et la Terre, donc en orbite, on considère qu'ils sont en orbite circulaire, ces points représentent les endroits où un troisième corps de masse négligeable, où il accompagnerait à la même vitesse angulaire leur rotation autour de leur centre de gravité commun, sans que sa position par rapport à eux n'évolue. Donc ici, je vous ai mentionné. Donc on peut retrouver les 5 points de Lagrange. Disons, ce sont des points qui orbitent autour du Soleil avec la même période que la Terre. Donc ici, c'est la même représentation des 5 points de Lagrange compte tenu du champ gravitationnel.
Donc, on peut voir le mouvement de ces points au cours de l'année. Donc, ils tournent à la même vitesse que la Terre. Donc, ici, c'est un agrandissement du premier dessin. La même chose, c'est pour vous montrer la mobilité des 5 points en question au fur et à mesure que la Terre se déplace autour du Soleil. Donc, les points de Lagrange sont au nombre de 5. Donc, on distingue L1, L2, L3, qui sont des points d'équilibre instables, et L4, L5, qui sont des points d'équilibre stables. Bon, ces points ont été nommés, bon, je reviendrai sur l'aspect d'équilibre stable et instable. Donc, ces points ont été nommés en l'honneur de Joseph-Louis Lagrange, qui était un mathématicien français. Donc, les 5 points sont des points d'équilibre du système correspondant à ces 3 corps. Au niveau stabilité, en physique, il existe 2 types d'équilibre, l'équilibre stable et l'équilibre instable. Donc, au niveau, on peut prendre, disons, une bille dans une cuvette. Donc, ici en vert, vous avez le cas de l'équilibre stable. Si je déplace ma bille de part et d'autre, elle va revenir au point, elle y revient. Donc, si un objet est écarté de sa position d'équilibre, il y revient. Ici, par contre, si j'écarte le point rouge de sa position d'équilibre, disons, elle s'éloigne. Elle s'éloigne indéfiniment, donc l'équilibre est dit instable. Donc ici, L1, L2 et L3 sont sur l'axe Soleil-Terre. Donc L1, L2, L3 correspond à des selles. C'est les points où le potentiel se courbe vers le haut dans un sens et vers le bas dans l'autre. Et L4 et L5 correspondent au sommet de collines ici. Donc on pourrait penser que le point est aussi instable. Alors, cela suggère que les satellites placés au point de Lagrange auront tendance à s'éloigner. Hein. Essayez de placer une bille sur une pastèque ou sur une faisselle, vous aurez une idée de ce qui se passe. Il n'y reste pas. Mais lorsque un satellite est stationné au point L4 ou L5, et qu'il commence à dévaler la colline, il prend de la vitesse. Et à partir de ce moment-là, une autre force entre en jeu, c'est la force de Coriolis. C'est la force qui fait tourner les ouragans sur la Terre, hein, et qui va finalement faire tourner l'objet ou le satellite autour de L4 et de L5. Et donc, il l'envoie sur une orbite stable autour du point de Lagrange L4 et L5. Donc, du coup, L4 et L5, ce sont des points stables grâce à la force de Coriolis qui se manifeste. Donc, la stabilité au point L4 et L5 est assurée par la force de Coriolis. Donc, un objet légèrement décalé d'un tel point va s'en éloigner dans un premier temps, parce qu'il y a une pente, en fait, il va descendre, hein, dans un premier temps, de façon radiale, avant de voir sa trajectoire incurvée par la force de Coriolis. Disons qu'à la fin, je vous parlerai un petit peu de la force de Coriolis, à la fin de l'exposé. Donc, si le potentiel est partout décroissant autour du point, alors il est possible que la force de Coriolis force l'objet à tourner autour du point de Lagrange, comme à l'instar des nuages dans une dépression qui se dirige vers le cœur de la dépression. Disons, c'est dévié par la droite, et ensuite, disons, ça a tendance à tourner. C'est comme ça qu'on peut voir en fait les cyclones. À l'instar des nuages dans une dépression qui se dirige vers le corps de la dépression et sont contraints à une trajectoire circulaire autour de celui-ci. Et ça, c'est dû à la force de Coriolis. Bon, un petit mot sur Joseph Louis Lagrange. Bon, c'était un mathématicien français. Bon, il est très connu pour ses travaux en géométrie et en trigonométrie. Hein. Il a publié de nombreux traités fondamentaux sur les lois générales de la mécanique. En mécanique céleste, il développe des recherches importantes sur la libration, donc le balancement apparent de la Lune autour de son axe, et le mouvement des planètes. Bon, donc un point de Lagrange, qu'on nomme également aussi un point de libration, est une position de l'espace où les champs de gravité de deux corps en orbite l'un autour de l'autre
et de masse substantielle se combinent de manière à fournir un point d'équilibre à un troisième corps de masse négligeable, tel que les positions relatives des trois corps soient fixes. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure lorsque je vous ai montré les différentes animations. Bon, donc tous les points de Lagrange n'ont pas le même statut. Donc les trois premiers, L1, L2, L3, sont alignés avec l'étoile et la planète. Ils sont assez instables. La moindre perturbation extérieure éjecte un objet qui s'y trouve. Donc ça constitue des sites propres. Ce sont des sites dépourvus de tout corps. L4 ou L5, donc formant chacun un triangle équilatéral avec la Terre et le Soleil, constituent en revanche un ancrage solide. Par contre, il y a les poussières, les astéroïdes qui s'y accumulent. Donc, y mettre un télescope spatial, ce n'est pas raisonnable. Donc, je reviens à L1. Donc, L1, il est situé sur la ligne définie par les deux masses, entre celles-ci. Donc, il est situé entre le Soleil et la Terre. La position exacte dépend du rapport de masse entre les deux corps. Donc, les forces qui s'exercent sur un satellite en ce point-là, il y a la force centrifuge d'une part, la force centrifuge du satellite et la force gravitationnelle. Pardon. Donc, dans ce point-là, il y a trois forces qui s'exercent. La force centrifuge dans ce sens, parce que ça tourne autour du Soleil. La force gravitationnelle du Soleil, ici, et la force gravitationnelle de la Terre. Donc, c'est situé pratiquement à 1,5 million de kilomètres. Le point L2, sur la ligne toujours définie Soleil-Terre, mais de l'autre côté de la Terre, est également situé à 1,5 million de kilomètres. Et L3, lui, il est de l'autre côté, sur la ligne définie par les deux masses au-delà de la plus grande. Donc ici, vous avez celle-là est située à 1 UA. Unité astronomique, c'est la distance entre le Soleil et la Terre. Alors, les points L4 et L5, L4 et L5 sont les sommets de deux triangles équilatéraux constitués par le Soleil, la Terre et le point. Et le point L4, on dit qu'il est en avance sur l'orbite de plus petite masse, c'est-à-dire la Terre, et le point L5 est en retard sur l'orbite de la plus petite masse. Donc, les points L4 et L5 sont sur la même orbite que la Terre autour du Soleil. Alors, les points L4 et L5 sont les points de Lagrange triangulaires. Hein. On les appelle également et on verra que dans le système Soleil-Jupiter, on y trouve des astéroïdes. Et donc, la position de L4 et L5 ne dépend pas des masses du Soleil et de la Terre. Ça dépend des distances entre le Soleil et la Terre ici. Contrairement aux autres points L1, L2 et L3, qui, eux, sont en fonction de la masse du Soleil et de la Terre. Alors, les spécificités des points de Lagrange. Donc, L1, il offre une vue ininterrompue du Soleil. Oh, pardon. Donc, il est situé entre la Terre et le Soleil. Donc, il permet d'avoir une vue imprenable sur le Soleil. L2 est idéal pour l'astronomie. Il est suffisamment proche de la Terre pour pouvoir y communiquer. Bon, il est quand même situé à 1,5 million de kilomètres. Il peut garder le Soleil et la Terre et la Lune derrière le vaisseau spatial pour l'énergie solaire. Et il fournit une vue claire de l'espace profond pour nos télescopes. Donc, il permet en fait de voir les étoiles de l'autre côté du Soleil. Et comme ça tourne autour du Soleil, ça permet en fait de visualiser tout le cosmos, toutes les étoiles en fait qui se trouvent autour en fait de l'univers. Ah, punaise, c'est pas vrai. Alors le point L3, lui, il est caché derrière le Soleil. Bon,
je reviendrai là-dessus. Enfin, disons, en science-fiction, en science-fiction, on retrouve différentes, la planète X, par exemple, hein. Et les spécificités des points L4 et L5, c'est qu'elles abritent des orbites stables, et ceci tant que le rapport des masses entre les deux grandes masses dépasse 24,96. Bon, c'est une condition qui est réalisée pour de nombreux paires de corps, hein, tels que le Soleil-Terre, la Terre-Lune, etc. Et ces points abritent de nombreux corps dans le système solaire. Bon, je vous fais grâce des calculs des points de Lagrange, hein, si vous voulez vous y mettre, vous y atteler. Hein. Bon, vous trouverez sur Internet différents sites qui vous donnent tous les détails des calculs. Hein. Bon, alors, quelles peuvent être les applications de ces points? Alors, L1 et L2, ce sont des positions instables, on l'a vu, et ce sont des points favoris des ingénieurs et des chercheurs. Donc, ce sont des sites propres. Donc, il n'y a pas d'objet naturel autour de ces points dans le système solaire. Donc, on peut y placer facilement des satellites d'observation. Et comme il suffit également d'une énergie minime pour effectuer les corrections d'orbite, hein, d'où une économie de combustible. Comme ces objets sont peu la force centrifuge est équilibrée par les forces de gravité du Soleil et de la Terre, il faut peu d'énergie pour pouvoir les éjecter. Hein. Donc le point L1 est particulièrement intéressant pour observer le Soleil. Nous y trouve par exemple le satellite SOHO, la mission SOHO, l'ISA Pathfinder, en fait, Kaofu. Donc en 1978, le satellite américain international Sun Earth Explorer 3 en fait, arrive en L1 et devient le premier satellite à utiliser un point de Lagrange. Alors le point L2, lui, est particulièrement intéressant pour observer le cosmos. Bon, on y trouve en fait WMAP, le Planck, Herschel, Gaia, actuellement le JWST, le successeur de Hubble, Atlas. Et puis, bon, on y mettra également aussi le successeur du JSST, qu'on vient juste de lancer. Alors, la position L3, c'est une position instable. C'est un point très éloigné de la Terre. Et c'est un point qui est utilisé en science-fiction et en bande dessinée pour y placer une entité, la planète X, par exemple, dont les habitants s'apprêteraient à nous envahir. Alors, les points L4 et L5 sont stables. Et paradoxalement, cette stabilité est plutôt gênante. Donc, parce qu'on y trouve de la poussière ou des petits corps célestes qui sont piégés dans ce puits de potentiel. On y trouve de nombreux corps naturels, tels que des astéroïdes troyens, dans le système Soleil-Neptune, dans le système Soleil-Mars, dans le système Saturne, satellite de Saturne, etc. Bon, le système Soleil-Saturne n'en accumule pas à cause des perturbations joviennes, parce que le Jupiter est une masse importante. Hein. Et puis en science-fiction, les points L4 et L5 du système Terre-Lune abritent souvent de gigantesques colonies spatiales. Il suffit de se référer par exemple au roman de Gérard O'Neill. Les applications, donc, le L1, c'est un parking avec vue sur le Soleil. On y trouve SOHO, par exemple, qui permet d'étudier la structure interne du Soleil, la chaleur de son atmosphère, les origines du vent solaire, par exemple. Un autre satellite, c'est l'ISA Pathfinder, donc c'est la mission de test pour les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Kaofu permet l'étude des impacts des éruptions solaires sur Terre. Donc SOHO, lui, il est placé en L1, hein, donc il est situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre en direction du Soleil. Alors ce point n'est pas stable et donc il est contraint d'emprunter une orbite dite de halo qui décrit une large ellipse autour du point là. Et toutes les 8 semaines environ, on est obligé de corriger son orbite à l'aide de ses moteurs. Le sonde est cependant à une distance du Soleil presque constante. Et ces orbites de halo, en fait, ont des dimensions très importantes. Hein.
Par exemple, 670 000 km de long pour 200 000 km de large et 120 000 km de haut. Et une telle orbite permet de rester autour de L1. Donc, ce point permet cependant d'y placer des objets à condition de leur donner une orbite de halo et de corriger régulièrement leur trajectoire. Alors, les orbites de halo, qu'est-ce que c'est? Ce sont une famille particulière d'orbites de Lissajous, fermées autour d'un point de Lagrange. Donc, en fait, on fait tourner autour du point soit L1, soit L2, etc., de façon à stabiliser la station spatiale ou satellite. Alors ici, c'est un exemple d'orbite de halo. Donc, si vous voulez, si vous voyez, toujours au niveau des orbites de halo, alors les points de Lagrange L1, L2, L3, on a dit qu'ils étaient instables. Donc une légère propulsion suffit à maintenir la position d'un engin spatial à un tel point au voisinage de ce point. C'est comme si vous prenez, disons, un bâton vertical au creux de la main. Disons qu'il y a une position verticale où il est en équilibre. Mais si vous voulez le maintenir, si vous le déplacez légèrement, il va tomber. Par contre, si vous bougez votre main de manière appropriée, vous pouvez éviter que le bâton tombe. Ici, exactement, c'est exactement ce qui se passe au niveau de l'orbite de halo. On stabilise les engins spatiaux au voisinage de ces points instables à l'ère de petites rétrofusées. Bon, quelques caractéristiques orbitales de SOHO. Donc, SOHO est placé au point L1. Enfin, bon, c'est la même chose pour le point L2. Hein. Donc, SOHO évolue sur une orbite en halo autour du point de L1. Donc, en ce point, les forces de gravitation exercées par le Soleil et la Terre sur un objet s'équilibrent, mais l'équilibre est instable et SOHO décrit donc une orbite autour de ce point particulier. Et la période de SOHO est égale à la période de révolution de la Terre autour du Soleil, soit environ 365 jours. Ici, on peut voir, en fait, disons, l'évolution du satellite SOHO autour du point L1. Pour le point L2, c'est aussi un parking avec vue sur les étoiles. Et là, on retrouve un certain nombre de satellites tels que Planck, Herschel, Gaia, le JWST, Terrestrial Planet Finder, Darwin. Et dans l'avenir, on trouvera DAS, le successeur de JSST. Bon, Planck, un petit rappel, en fait, Planck a permis de cartographier la première lumière émise par l'univers. Hein. Herschel, c'est l'observation de la naissance des étoiles au sein des nébuleuses. Gaia, ça permet de la cartographie plus précise des étoiles de notre galaxie. Donc, le JWST, c'est le successeur de Hubble qui travaillera plus particulièrement dans l'infrarouge. Et puis, disons, ces deux satellites ici, ce sont des chasseurs d'exoplanètes. Hein. Donc, ces points-là, L1 et L2, ce sont des parkings de l'espace. Hein. Donc, L2, c'est un parking de choix pour de nombreuses sondes spatiales. Alors, le parking autour de L2 est immense. Donc, par exemple, 400 000 km séparent l'orbite de Planck et Herschel. Il existe une multitude de choix possibles pour les orbites autour de ce point. Comme ce point est instable, la seule façon d'y rester, c'est de tourner autour. Bon, donc là, c'est un petit schéma qui vous montre la mise en orbite autour du point L2. Hein. Donc le satellite est, disons, orbite, est lancé. Il se dirige vers le point L2 et se met sur une orbite, disons une orbite qui va tourner autour du Soleil. Et ensuite, on va le faire, on va lui mettre en orbite autour du point L2 suivant une orbite de halo. Ces deux plans en fait, de présentation en fait, de l'orbite. Alors ensuite, ces points vont pouvoir servir, disons, à voyager dans le système solaire. Alors les points sont plus que jamais à la mode. On a bien vu que les points de Lagrange, L1, L2, L3, L4, L5,
disons, il y en a pour chaque système de deux corps. Par exemple, la Terre, le Soleil et la Terre, par exemple, la Terre et la Lune, etc. Donc, chaque groupe, chaque paire de masse a son propre système de Lagrange, de point de Lagrange. Et donc, certains songent à les utiliser pour voyager dans le système solaire. Idée qui est peu explorée car les mathématiques mises en jeu sont assez complexes. Et l'étude en cours, le but, c'est de réaliser de grandes économies d'énergie. Le scénario est assez simple. Soit on place un engin sur l'un des points de Lagrange instables du couple Soleil-Terre, par exemple L1 ou L2. Si on perturbe de bonne manière l'engin, va quitter notre planète pour rejoindre un autre point de Lagrange autour d'une autre planète. Comme il faut très peu d'énergie pour l'expulser, il suffit de trouver la bonne direction pour qu'il aille graviter autour d'un autre point de Lagrange. Et de proche en proche, il voyagera sur de longues distances. Et ce principe a déjà fonctionné en 2001. Il y a la sonde américaine Genesis qui avait été lancée autour du point L1 du système Soleil-Terre. Elle est revenue en passant par L2. Alors, la sonde Genesis, c'est une sonde qui a été lancée en 2001. En 2001. Le but, elle a été lancée autour de L1. Son but, c'était de collecter des particules du vent solaire et de revenir sur Terre. Et elle est revenue sur Terre en transitant par le point L2, la trajectoire ici en bleu, effectuant ici 30 millions de kilomètres avec une infime consommation de carburant. Donc, la Genesis a été lancée autour de L1. Donc ici, trajectoire en vert. Elle va graviter pendant plusieurs mois autour de L1 ici et collecter les particules solaires. Ensuite, on l'envoie autour de L2 pour revenir au niveau de la Terre. Et donc, autour des points de Lagrange existent en fait des sortes de tubes qui connectent les points de Lagrange des différents systèmes dans lesquels peuvent graviter naturellement des engins spatiaux sans l'aide de moteurs. Ces tubes sont engendrés par les orbites périodiques au voisinage des points de Lagrange. Et donc, des simulations permettent ainsi de cartographier des autoroutes de l'espace ou des autoroutes interplanétaires qui permettent de passer d'un point de Lagrange d'un système à un autre point de Lagrange d'un autre système et de proche en proche, en fait, de pouvoir visiter le système solaire en entier. Donc, un engin spatial placé dans un de ces tubes se déplace alors à l'intérieur de ce tube de manière gratuite. Donc, sans moteur, sans carburant. Il suffit de lui injecter une impulsion au départ dans une bonne direction et il arrive à un deuxième point de Lagrange et ainsi de suite. Donc ici, c'est une figure agrandie de celle que je vous ai présentée. Donc un objet qui se trouve dans un de ces tubes va pouvoir véhiculer d'un point de Lagrange à un autre, etc. Donc la situation est un peu comparable à celle des grands courants marins au niveau de la Terre. Et ici, il ne s'agit pas de courants marins, il s'agit de courants de gravité qui ondulent entre le Soleil et les différentes planètes et leurs lunes. Et ces passages pourraient un jour faciliter l'exploration spatiale donc des confins du système solaire et peut-être même au-delà. Et donc, en attendant de planifier de telles missions par ces tubes de gravité, on développe des programmes de recherche visant à retourner sur la Lune. Donc, le but, c'est de construire une base lunaire qui pourrait servir d'intermédiaire du premier point de passage pour des missions interplanétaires plus lointaines. Et le but aussi, c'est de construire des orbites les plus économiques possibles survolant l'ensemble de la surface de la Lune. Et donc, des recherches ont permis de mettre en évidence certaines propriétés intéressantes d'orbites périodiques particulières autour du point L1 du système Terre-Lune. Ces orbites ont la forme d'un 8 et engendrent des surfaces invariantes des tubes en forme de 8. Alors, ces tubes conservent cette structure sur des temps longs, contrairement aux tubes engendrés par les orbites de halo, qui sont des courbes de Lissajous.
Et ces tubes survolent la quasi-totalité de la surface de la Lune, offrant ainsi des possibilités intéressantes pour la planification de missions à bas coût énergétique. Donc, pour plus de détails, vous vous référez un petit peu à la thèse d'Archambault, là. Bon, des études sont menées aussi également sur les courants de gravité. Alors, il y a les courants de gravité sont reliés les uns aux autres en une série d'arcs s'étendant de la ceinture principale d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter à Uranus et au-delà, à l'intérieur des tubes, dont les déplacements sont reliés les uns aux autres par sous forme d'arcs. Bon, là, je trouve des astéroïdes ou des comètes à l'intérieur de ces tubes. Donc, au lieu de mettre des centaines de... Donc, ils pourront se déplacer sur des décennies au lieu des centaines de milliers, voire des millions d'années. Voici un agrandissement, en fait, disons, de ces arcs à l'intérieur des tubes. Donc, maintenant, on va faire un petit peu quand même d'astronomie. Hein. On est quand même au club d'astronomie. Et je vais vous parler des objets du système solaire situés en un point des Lagrange. Et donc, je vais vous parler plus particulièrement des systèmes Terre-Lune, Terre-Soleil, Mars-Soleil, etc. Par exemple, dans le système Soleil-Terre, au point, bon, au point L1, bon, on trouve d'anciennes sondes, des sondes actuelles, on en a parlé. Hein. Au point L2, bon, on en a parlé aussi, donc je passe là-dessus. Hein. Donc, actuellement, on y trouve le JWST, le Gaia, Terrestrial Planet Finder, etc. Donc en L3, actuellement, on ne connaît aucun objet situé à cette position. Donc L4 est situé sur l'orbite terrestre en avance de 60 degrés par rapport à la Terre, où il semble abriter des nuages de poussière. Au point L5, en fait, qui est en retard de 60 degrés par rapport à la Terre, il abrite également des nuages de poussière. Dans le système Terre-Lune, au point L4 et L5, on y trouve également les nuages de Kordylewski. Hein. Ce sont des grandes concentrations de poussière. Donc, ici, vous avez la Terre et la Lune. Point L4 et L5, vous trouvez des nuages de poussière. Si vous considérez le système Soleil-Mars, au point L4, vous trouvez un astéroïde. Et au point L5, vous trouvez également aussi, disons, des astéroïdes dont je vous ai mentionné les noms ici. Alors, dans le cas de Soleil-Jupiter, dans le système Soleil-Jupiter, au point L4 et L5, donc, vous trouvez les astéroïdes troyens. Donc, L4 est ici, L5 là. Les astéroïdes troyens. Alors, du camp grec et puis du camp troyen. Donc, dans le système du. Donc, ici, on trouve, comment dirais-je, en vert, vous trouvez les astéroïdes troyens en avance et en retard. Sont également indiqués les membres de la ceinture d'astéroïdes ici en blanc, entre Mars et Jupiter. Et en brun également ceux de la famille d'Hilda, ici. Là. Si vous considérez le système Saturne Tétis, au point L4, vous trouvez, disons, un satellite naturel de Saturne qui s'appelle Telesto, hein, qui a été découvert par Schmidt et Cole hein, en 1980. Et au point L5, vous trouvez aussi un petit satellite de Saturne qui s'appelle Calypso. Donc, voilà. Dans le système Saturne Dionée, vous trouverez au point L4, vous trouvez aussi une petite lune de Saturne qui s'appelle Hélène. Vous avez une photo ici. Et au point L5, vous trouvez également un satellite naturel de Saturne qui s'appelle Pollux. Dans le cas du système Soleil-Neptune, vous trouvez au point L4 un certain nombre d'astéroïdes aussi. Bon, pour conclure, donc, les points de Lagrange pour un système donné, pour une paire de corps, qui sont au nombre de 5, donc L1, L2, L3, L4, L5. Ce sont des parkings de l'espace. Donc L1, c'est une vue sur le Soleil. L2, un parking sur les étoiles.
L4 et L5, ce sont des zones de piégeage de différents corps. Et puis ces points pourraient être un jour le départ de missions à travers le système solaire. Donc ici, je vous ai présenté une cartographie des autoroutes de l'espace ou des autoroutes interplanétaires qui permettent de passer d'un point de Lagrange à un autre. Donc un petit mot sur la force de Coriolis. Donc la définition, c'est dans un système de référence en rotation uniforme, les corps en mouvement tels que vus par un observateur partageant le même référentiel apparaissent sujets à une force d'inertie perpendiculaire à la direction de leur mouvement. Cette force est appelée force de Coriolis en l'honneur d'un ingénieur suisse. Donc, le sens de rotation de cette base, ici, disons, vous avez un exemple de cyclone. Enfin, disons, le sens de rotation de cette basse pression tournant en large de distance dans le sens contraire des aiguilles d'une montre est dû aux effets combinés de la force de Coriolis et du gradient de pression. Bon, je voulais terminer par une vidéo explicative de la force de Coriolis. Bon, je vais arrêter le diaporama là. Grâce à un jeu de ballon tout simple, je vais vous montrer un phénomène qui vous fera douter de vous-même. Nos cobayes jouent tranquillement au ballon. Ils ne s'en doutent pas encore, mais grâce à ce tourniquet modifié pour cette expérience, ils vont vous présenter une illusion d'optique étonnante. Votre nom? Abraham. Lancez plusieurs fois la balle à Abraham. Vous arrivez à l'attraper. Donnez-moi cette balle. On va changer quelques petites choses. Vous allez la lancer en tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre. Que va-t-il se passer? La balle partira à droite. Bien. Alors, au suivant. Que va-t-il se passer? Je vais pouvoir attraper la balle. Bien, au suivant. Votre nom? Val. Que va-il se passer, Val? Elle partira vers la droite. Ok, au suivant. Merci à vous. Lily, si on tourne très vite en sens inverse des aiguilles d'une montre, vous lancez la balle, que se passe-t-il? Si je la lance assez fort, je pourrais l'attraper. Formidable, ça me plaît. Si on lance la balle tout droit, qui l'attrapera? La personne qui l'a lancée? La personne en face? La personne à sa gauche? La personne à sa droite? Lancez la balle tout droit. Vous étiez un champion tout à l'heure. Apparemment. La réponse était D. C'est la personne à droite du lanceur qui l'a attrapé. Si l'on en croit les caméras, sa trajectoire s'incurve. Est-ce la réalité ou une illusion? Que s'est-il passé? Je comprends pas. Vous l'avez lancé tout droit. Dans sa direction. Et qu'a-t-elle fait? Elle a été déviée vers lui. Vous l'avez vu dévier vers Val. Je vous explique ce qui s'est passé. Oui. Oui. Il s'agit de la force de Coriolis. Passez-moi la balle. C'est relativement simple. Les objets en mouvement, notre balle en l'occurrence, semblent dévier de leur trajectoire. Il est impossible de lancer une balle à angle droit. Vous l'avez lancée tout droit, mais vos yeux ont produit une illusion d'optique. Vous vous êtes dit, j'ai lancé la balle à Abraham, mais c'est Val qui l'a reçue. Je vais vous montrer. Vous lancez la balle, et pendant qu'elle est en l'air, vous continuez à vous déplacer. Elle va toujours tout droit. J'essaie de la faire aller droit. Regardez vers qui elle va. En se déplaçant tout droit, sur Val. Vous comprenez? Vos yeux vous indiquent que vous regardez Abraham là où vous voulez lancer la balle, mais elle semble être partie à droite. Le gagnant est sans aucun doute possible, vous, Val. Mais il y a un autre gagnant. Parce que si vous tournez assez vite, lancez la balle à Abraham. Il s'est éloigné, mais pendant que la balle est en l'air, quelqu'un d'autre est assis ici. C'est Val. Vous arrivez, vous continuez à tourner très vite et regardez, vous pouvez jouer au ballon avec vous-même grâce à la force de Coriolis.